Le plus grand maître du rapport de force, c'est Vladimir Poutine. Et maintenant, on va découvrir la première technique secrète. La première technique secrète va consister à s'imposer par la force. Alors, on ne s'impose pas par la force comme ça. On s'impose constamment par la force face à une personne qui est censée être plus faible. Mais attention, pas plus faible physiquement, pas plus faible au niveau de sa force, de son pouvoir. Non, 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 non. Quelqu'un devient faible à partir du moment où il se met en faiblesse. À partir du moment où il sort de la zone du respect, de la zone de l'éthique, de la zone de la justice. Quelqu'un qui sort de cette zone se met en faiblesse. Et c'est ce qu'on va voir avec Poutine. Il y avait une usine en Russie qui devait fermer parce que l'un de ses patrons avait décidé que l'usine ne faisait pas assez de profit. Et voilà ce qui s'est passé. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Alors, tu vois ici ce que fait Poutine. Il souligne les fautes de l'oligarque, du milliardaire. Ce mec, ce milliardaire, c'est un oligarque, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, qui a des relations extrêmement puissantes. Il pourrait jouer d'égal à égal avec Poutine. Mais il s'est mis en situation de faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'il était intéressé par le gain, par le profit. Il est sorti de la zone de l'éthique. Et Poutine le met en évidence. T'as fait ci, t'as fait ça, pour ça, parce que t'avais faim et t'as pas pensé aux autres. Et c'est vrai. Au fait, il le met face à ses vérités. Et ça permet à Vladimir Poutine de renforcer sa légitimité pour l'écraser. Ça le renforce dans sa légitimité. Et ça permet de dire aux gens qui sont en face, aux journalistes qui sont en face, c'est un petit message pour dire, écoutez, j'ai le droit d'être méchant avec lui. Parce que regardez ce qu'il a fait. Il est sorti de la zone. Ouais. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Alors là, cet oligarque, aussi riche qu'il est, a subi une triple humiliation. Le premier, il lui fait « Viens ici !» Comme un gosse. « Allez, viens ici !» Ensuite, c'est devant tous les médias, devant des caméras. Ça va faire le tour du monde. Et la cerise sur le gâteau, c'était « Rends-moi mon bic !» Attends, t'es un oligarque, t'es un milliardaire et c'est comme si tu volais le bic, tu vois. Mais ça montre que t'es complètement démonté. Poutine t'a démonté à ce niveau-là. Et ça veut dire quoi? C'est pas la force qui compte. C'est la légitimité. Même si Poutine a peut-être plus de pouvoir que cet oligarque, il s'est pas imposé par la force. Il s'est imposé par la légitimité. Parce qu'il avait le droit. Et toute l'idée, elle est là. À partir du moment
où tu sors de la zone et que tu te mets en faiblesse toi-même, on aura le droit de t'écraser. Je vais te donner un exemple très simple. Moi, une fois, je m'étais fait arrêter par la BAC, Brigade anticriminelle. Et tu vois, le flic de la BAC commençait à me provoquer. Tu vois, hey, qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes comme ça? Nani nana. Et je me dis, ok, d'accord. Tu vois, je me tais. Je reste silencieux. Tu vois? Parce que je sais qu'il cherche à me provoquer. Il cherche la réaction. Et si je réagis, si j'insulte, si je dis un truc, je sors de la zone. Et là, il sera totalement légitime de me mettre une droite, de m'écraser, de faire ce qu'il veut. Donc, la zone. À partir du moment où tu sors de la zone, tu te mets en faiblesse. Parce que parfois, ton adversaire n'attend que ça. Tu vois? Et là, cet oligarque russe, il est sorti tout seul de la zone. Il a pas pris conscience qu'il y avait Poutine derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toute l'idée, c'est vraiment de rester dans la zone. Comme ça, l'autre n'est pas légitime à t'écraser. Et il y a un autre gars, un autre homme qui était sorti de la zone également, c'était Nicolas Sarkozy. C'est un leader sûr de sa force qui se présente au sommet du G8 en Allemagne. Il y retrouve les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète. Parmi eux, Nicolas Sarkozy, fraîchement élu. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Alors là, Nicolas Sarkozy, il sort du cadre doublement. Premièrement, parce qu'il n'est pas diplomatique avec Vladimir Poutine. Il lui manque de respect. Deuxièmement, il attaque frontalement. C'est lui qui part à l'attaque, c'est pas Poutine. Poutine, lui, il est silencieux, assis. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui part vers lui, tel un taureau. Donc, rien que pour ces deux éléments-là, Vladimir Poutine est dans la légitimité. Et lorsqu'il impose ce silence, lorsqu'il se tait, il met mal à l'aise son adversaire. Il le déstabilise. Parce que son adversaire s'attendrait à ce qu'il réponde de la même manière. Mais Poutine ne va pas répondre de la même manière. Il va aller encore plus loin. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Et donc là, tu vois, Nicolas Sarkozy, il s'y attendait pas du tout. Il s'attendait pas à cette réaction-là. Parce que c'était violent et puissant à la fois.
Mais Poutine, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il était légitime. Parce que l'autre lui a mal parlé. Parce que l'autre est parti à l'attaque en premier. Et Nicolas Sarkozy, il pouvait pas dire, mais attends, t'as pas le droit de me parler comme ça. Si. L'adversaire, enfin Nicolas Sarkozy, savait qu'il avait le droit. Parce que c'est lui qui a commencé à attaquer. C'est lui qui a lancé les hostilités. Et donc, quand tu es celui qui lance les hostilités, tu es obligé d'assumer. Et t'as pas le droit de dire à l'autre « Ah non, mais pourquoi tu m'attaques ?» Et c'est là, l'intelligence de Poutine. C'est que l'autre l'a attaqué, mais tu sais, à la légère, quoi. Pour Poutine, c'est du menu frottin. Mais Vladimir Poutine, lui, il a dit « Non, je vais t'attaquer encore plus fort que toi. Je vais t'écraser encore. » Ce qui fait que Nicolas Sarkozy était complètement déstabilisé. Il s'y attendait pas. Moi, personnellement, j'aurais été face à Poutine, j'aurais pleuré, tu vois. Si j'étais à la place de Nicolas Sarkozy, je serais sorti en pleurant, en appelant ma mère. « Maman, regarde, il m'a menacé !» Bref. Cette technique s'applique. S'imposer par la force. Ça s'applique uniquement quand tu as un adversaire qui sort de la zone du respect, de la zone diplomatique. Donc, 2 conseils. Ne sors pas de cette zone quand tu es face à un adversaire. Et le deuxième, attends que ton adversaire sorte de la zone. Comme ça, tu seras totalement légitime à pouvoir t'imposer par la force. La deuxième technique secrète, elle consiste à déstabiliser ton adversaire. Quand est-ce que tu déstabilises ton adversaire? Eh bien, tu le déstabilises quand il ne sort pas de la zone et qu'il est à peu près à force égale à toi. Tu vois? Donc, il ne s'est pas mis en faiblesse. Donc, le seul moyen pour t'imposer face à ce genre d'adversaire, c'est de le déstabiliser. Alors, il y a 2 types de déstabilisation, la petite et la grande. Mais l'objectif de ces 2 déstabilisations reste la même. Te mettre mal à l'aise. Et en te mettant mal à l'aise, je prends le dessus sur toi. Alors, pour moi, le plus bel exemple de petite déstabilisation, c'était la rencontre Poutine-Emmanuel Macron. Tu vois, Poutine ne connaît pas tout à fait Emmanuel Macron. Tu vois, c'est que les débuts. Et il doit le mesurer. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très diplomatique. Et il reste dans le cadre. Il ne sort pas de la zone. Alors, le meilleur moyen pour Poutine de s'imposer face à Emmanuel Macron, c'est de le déstabiliser comme ça. Ensuite, c'est parce que je crois dans la politique étrangère de la France, qui est une politique fondée sur l'indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Et il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir. Je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage. Bien dommage. Emmanuel Macron répète 2 fois « Je n'ai pas peur ». 2 fois. Rien que la petite question de Poutine l'a déstabilisé. Alors peut-être que Emmanuel Macron, en répétant 2 fois, n'avait pas peur.
Mais qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui te répète 2 fois « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur ». Peut-être qu'il n'a pas peur, mais ça démontre qu'il a été déstabilisé, que cette question l'a déstabilisé. Et quand Poutine sourit et rigole et il dit « N'aie pas peur, Emmanuel », il sait très bien ce qu'il fait. Et là, il a compris qu'il l'a déstabilisé. Donc ça, c'est vraiment la petite déstabilisation. La grande déstabilisation, là, c'est l'objectif, c'est de te mettre face à tes peurs, face à tes angoisses. Et je sais qu'en te mettant face à tes peurs, ça va faire rejaillir tes faiblesses. Et ça, Poutine, il est très fort là-dedans. Par exemple, ce qu'il faisait avec Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, il savait pertinemment bien qu'elle avait peur des chiens. Alors lui, il venait constamment avec son gros chien quand Angela Merkel venait le voir, et il faisait peur avec son chien. Et Angela Merkel était tétanisée, elle pouvait rien faire, elle était face à sa faiblesse, face à ses peurs. Et Poutine, bon, ça on l'a pas vu en caméra, mais il l'a fait face à des journalistes japonais. Regarde ça. Franchement, tu vois les deux Japonais, ils sont grave mal à l'aise quoi, tu vois. C'est un sourire genre, vas-y, dégage avec ton chien, dégage. Moi perso à la place des Japonais j'aurais flippé quoi, genre, parce que tu vois le chien il a pas l'air normal. Déjà ce chien c'est un Akita japonais et les Japonais savent très bien que bon c'est un gros molosse quoi tu vois. Et ce chien a été utilisé pour chasser les ours. Donc le Japonais il sait de quoi est capable ce chien. Et en plus cet Akita là il a l'air bizarre tu vois, et il a une oreille comme ça, une oreille comme ça, vraiment il a l'air. Et l'idée c'est quoi en fait? C'est qu'ici, Poutine, lorsqu'il amène ce chien féroce qui aboie, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il démontre 3 éléments. Le premier, c'est que je te rapporte un gros chien agressif, sans laisse, et qui a l'air fougueux, qui peut faire n'importe quoi, pour te mettre face à ta peur. Et en te mettant face à un danger, à une peur, je mets en évidence ta faiblesse. Et tu le vois, les deux Japonais, ils sont là. Ah oui, super. Tu vois. Deuxième élément.
j'accentue la peur en faisant sauter le chien, en le rapprochant de toi. Tu vois, il y a un moment, il prend un sucre et il veut mettre debout le chien. Et le chien, en se mettant debout, il s'impose, il a plus de taille, ce qui accentue encore la peur. Et le troisième élément, c'est que Poutine veut montrer qu'il a le contrôle, que c'est lui qui contrôle les choses, et que c'est lui qui contrôle ta peur. C'est lui le rempart de ta peur, le bouclier, et que tu dois lui faire confiance, et que tu dois te soumettre. Tu vois, ça a l'air anodin cette scène avec ce chien, mais elle décrit beaucoup d'éléments. Et c'est comme ça que Poutine s'impose, tu vois. Et c'est très facile, il n'y a pas besoin de jouer de la force ou d'être méchant. Il y a juste besoin d'être stratégique. Et pourquoi cette technique, c'est une technique qui marche? Eh bien parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a tous envie de montrer nos meilleurs attributs. On veut que la personne pense le meilleur de nous-mêmes. Tu vois? Alors on gonfle un peu notre ego, ce qui est humain. C'est normal de le faire. Et Poutine le sait. Et c'est là qu'il est stratégique. C'est qu'il va te dégonfler. Et en te dégonflant, tu perds confiance en toi. Et en perdant confiance en toi, ça me permet de m'imposer face à toi. Lorsqu'il y a une guerre entre deux armées, tu vois, certes, la puissance de feu compte, mais l'esprit, la confiance, c'est un autre élément important. Si ton armée perd totalement confiance malgré sa puissance de feu, c'est fini, t'as perdu. Et c'est vraiment l'aspect psychologique. Et Poutine joue sur cet aspect psychologique. Allez, on passe à la troisième technique. Alors, la troisième technique, je vais plutôt la présenter sous forme de questionnement. La question c'est, comment t'imposer face à un adversaire qui est largement supérieur à toi? Bon, tu le sais qu'il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis. Tu vois, ça a toujours été très tendu. Et le budget militaire américain est 10 fois supérieur aux Russes. Je pense que les Américains, c'est peut-être 600 milliards de dollars et les Russes, c'est 60 milliards. À confirmer en commentaire. Bref. Poutine, comment est-ce qu'il fait pour maintenir un rapport de force face à un adversaire qui est largement supérieur? C'est assez simple. Il essaye de coincer son adversaire. Comment? En utilisant sa force contre lui-même. Poutine, c'est un judoka. C'est un champion de judo. Enfin, champion, c'est peut-être un grand mot, mais il pratique le judo. Et dans le judo, pour battre ton adversaire, pour battre un adversaire qui est peut-être plus fort que toi, parfois il est intéressant d'utiliser sa force contre lui. D'utiliser sa force pour le faire tomber. Sans que toi, tu n'aies besoin d'utiliser le maximum de ta force. Et c'est ce que Poutine a fait avec les Américains. Notamment dans certaines zones de guerre. Tu vois, les Américains, ils ne peuvent pas attaquer un pays, ils ne peuvent pas envoyer des hommes sur le terrain sans un soutien aérien. Et en général, le soutien aérien des Américains, c'est l'avion de chasse F-35. Tu vois, c'est un avion ultra sophistiqué qui coûte hyper cher. Tu vois, et c'est pas tous les pays qui peuvent le produire. Donc, les Américains partent à l'attaque sur le terrain avec un soutien aérien. S'il n'y a pas de soutien aérien, les hommes qui sont au sol sont un peu comme à l'aveugle. Et ça ne leur permet pas de pouvoir remporter la bataille. Et Poutine, il le voit. Il voit qu'en réalité, la force de l'adversaire, c'est son soutien aérien. Et lui, il n'a pas les moyens militaires, il n'a pas le budget pour construire autant de F-35 que les Américains. Il va perdre. S'il va en confrontation frontale, il perd et il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des missiles anti-aériens, les S-400. Et le S-400, les missiles S-400, ce sont des missiles que allez, si tu as un missile S-400 chez toi, il n'y a aucun avion qui peut passer au-dessus de chez toi, c'est impossible. Il se fait tirer dessus direct. C'est un bouclier aérien défensif. Et là, tu vois, il met KO son adversaire.
Pourquoi? Parce que son adversaire ne peut pas intervenir dans une zone à intérêt russe parce qu'il n'y aura pas le soutien aérien. Donc, je vois la force de l'adversaire, mais je l'utilise contre lui. Je le bloque, je le coince. Tu vois ce que...